Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Au sommaire de ce journal, Cotonou est depuis ce lundi la capitale de la jeunesse ouest-africaine sur initiative du laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale avec le concours du ministère des Sports et la CEDEAO. La jeunesse est invitée à se pencher sur les thématiques de développement et d'unification. Ceci pour un changement de mentalité. Les détails dans un instant. Nous recevons un invité dans ce journal, c'est le médecin-colonel Abdias Fructueux Baguidi. Il est le coordonnateur du comité d'organisation APORA 2024, entendez, Alliance des partenaires africains pour la réponse aux épidémies. Avec lui, nous parlerons de ces assises de 5 jours qui s'organisent au Bénin et les actions qui sont déjà menées par cette alliance des partenaires pour véritablement faire face aux épidémies dans les pays membres de l'APORA. Bonsoir colonel. Bonsoir monsieur le journaliste. Je suis à vous dans quelques minutes. Merci. Eh bien, nous parlerons également du forum sur les startups et le savoir-être en milieu professionnel. La rencontre est organisée par l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Des assises sanctionnées par des propositions pour la valorisation des résultats des recherches, mais aussi pour améliorer l'insertion professionnelle des apprenants. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Ouvrons cette information, cette édition par l'actualité au pays de l'oncle Sam, qui sera le président des États-Unis d'Amérique entre Donald Trump et Kamala Harris. C'est la dernière ligne droite pour les deux candidats qui ont d'ailleurs multiplié ces derniers jours les déplacements et les échanges pour convaincre les indécis dans les États clés. Une campagne électorale axée sur un système électoral assez complexe. Voici le récit que nous propose William Clicker. Aux États-Unis, la vie politique est divisée en deux grands partis. Le Parti républicain conservateur et le Parti démocrate progressiste. Le chef de l'État est désigné lors d'une élection présidentielle au suffrage indirect, est déclaré vainqueur le candidat qui décroche la majorité d'un collège électoral composé de grands électeurs désignés au niveau de chaque État. Ces grands électeurs sont au nombre de 538, somme correspondant aux 435 élus de la Chambre des représentants, aux 100 sénateurs et aux 3 voix attribuées au district de Columbia, ville de Washington, qui n'est pas représenté au Congrès des États-Unis. La plupart des grands électeurs sont des élus ou responsables politiques locaux. Ils sont choisis par les partis les mois précédant l'élection. Les États qui pèsent le plus sont la Californie, 54 grands électeurs, le Texas, 40, la Floride, 30, l'État de New York, 28, la Pennsylvanie et l'Illinois, 19. Pour être élu président, un candidat doit obtenir la majorité absolue des grands électeurs, soit 270 voix. Dans la quasi-totalité des États, le candidat qui arrive en tête le jour de l'élection remporte l'intégralité des voix des grands électeurs selon le système du winner takes all. Le vainqueur remporte tout. Les Américains votent également tous les 2 ans pour élire les membres de la Chambre des représentants et pour renouveler un tiers des élus du Sénat en même temps que l'élection présidentielle et lors des élections de mi-mandat, les midterms. D'autres élections ont lieu au sein des 50 États américains. Les élections des gouverneurs, des maires, mais aussi des procureurs et des shérifs dans certains États. Le mandat du président dure 4 ans, celui des députés 2, celui des sénateurs 6. Les candidats à l'élection présidentielle sont désignés lors de primaires, au cours desquelles différents prétendants s'affrontent pour représenter leur parti. Ils sont ensuite officiellement désignés lors d'une convention nationale qui valide également le choix d'un candidat à la vice-présidence. L'élection présidentielle de 2024 se déroulera officiellement le 5 novembre 2024, même si le vote a commencé dès le mois de septembre. Le scrutin va opposer la candidate démocrate, la vice-présidente sortante Kamala Harris, au candidat républicain Donald Trump.
L'ancien président, élu en 2016 face à Hillary Clinton et battu en 2020 par Joe Biden, a été officiellement investi candidat à la Maison-Blanche le lundi 15 juillet lors de la Convention nationale républicaine. Donald Trump a choisi comme colistier le sénateur de l'Ohio, J.D. Vance, qui sera donc vice-président en cas de victoire. Au Parti démocrate, le président Joe Biden, élu en 2020 après avoir été vice-président lors des 2 mandats de Barack Obama de 2008 à 2016, a remporté les primaires sans véritable adversaire. Âgé de 81 ans, Joe Biden finit par renoncer le dimanche 21 juillet, quelques jours après un débat face à Donald Trump. Il se rallie à la candidature de la vice-présidente Kamala Harris, dont la candidature est officialisée le 2 août par les démocrates. Quelques jours plus tard, la candidate révèle le mardi 6 août le choix de son colistier. Il s'agit du gouverneur démocrate du Minnesota, Tim Walz. La campagne hors norme a également été marquée par les 2 tentatives d'assassinat ayant visé Donald Trump le samedi 13 juillet lors d'un meeting en Pennsylvanie et le dimanche 15 septembre alors que le candidat jouait au golf dans son club de Floride. À quelques jours du scrutin, les sondages donnaient toujours au coude à coude Kamala Harris et Donald Trump. Voilà, tous les regards sont donc tournés vers le pays de l'oncle Sam, mais en attendant le vote, on revient d'abord au Bénin parce que la ville de Cotonou est depuis ce lundi 4 novembre 2024 la capitale de la jeunesse ouest-africaine sur initiative du laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale avec le concours du ministère des Sports et la CEDEAO. La jeunesse est invitée à se pencher sur les thématiques de développement et d'unification. Ceci pour un changement de mentalité. C'est à travers les assises nationales de la jeunesse de la CEDEAO. Nous allons suivre. Écoutez la jeunesse avant d'agir. Un changement de paradigme que met en place le laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale avec le concours du ministère des Sports et la CEDEAO à travers ces assises nationales de la jeunesse. À ce grand rendez-vous se décide l'avenir de la jeunesse, fait de lance du développement de la nation. Donc la question de fond par rapport à ce débat, de mon point de vue, c'est comment faire pour que les jeunes puissent se sentir à l'aise dans un espace intégré. Si on ne crée pas un espace intégré, je ne suis pas sûr qu'on puisse régler les problèmes de la jeunesse. Parce que la jeunesse a des besoins dont les plus importants est de s'ouvrir au monde. De s'ouvrir au monde pour bénéficier des avantages du progrès de l'humanité. Axé sur les thématiques de développement et d'unification, ce rendez-vous confirme une fois encore la volonté de la CEDEAO à s'engager pour une nouvelle vision de la jeune génération. Faire un diagnostic du malaise des jeunes en leur offrant un espace d'expérience qui leur est propre reste la meilleure façon de stimuler le changement de mentalité selon l'institution. Il ne s'agit pas de venir vous dire ce que nous pensons de votre présent et de votre avenir. C'est à vous de le dire. Aujourd'hui, la principale richesse de ce continent, de loin, c'est sa jeunesse. C'est-à-dire une catégorie socio-démographique en mesure d'imaginer les choses d'une manière, je dirais, très osée, ou pour ne pas dire hardie. Parce qu'à un certain âge, le rêve n'est pas permis, ou bien quand on rêve, on a peur. Alors qu'à un certain âge, on rêve et on dit que c'est possible. De grandes décisions sont attendues à l'issue de ces assises nationales de la jeunesse de la CEDEAO auxquelles prennent part des jeunes de plusieurs pays membres de l'institution. Ces décisions font permettre à la CEDEAO d'œuvrer pour une nouvelle vision de la jeunesse africaine dans un contexte jonché de défis de toutes formes.
Parlons à présent du forum sur les startups et le savoir-être en milieu professionnel. La rencontre est organisée par l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Elle a rassemblé les acteurs venus de toutes les entités de ce haut lieu de savoir, des assises sanctionnées par des propositions pour la valorisation des résultats de recherche, mais aussi pour améliorer l'insertion professionnelle des apprenants. Les détails avec Imet Elena Mousso. La rencontre est le prolongement des conseils d'orientation et de perfectionnement des formations professionnalisantes tenues récemment dans les entités de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNESTIM, en plus des acteurs des campus universitaires de Nati Tengu, Dassa, Zoumé, Abomey puis Lokossa. Les assises ont aussi connu la participation de nombre de partenaires socio-économiques. Le thème objet des échanges et réflexions est intitulé « Nécessité d'incuber des start-up dans les universités publiques du Bénin. Quel enjeu et défi pour les unités de formation et de recherche de l'UNESTIM ?» Autour de ce thème, nous allons échanger sur la valorisation des résultats académiques et de recherche universitaire par la création des start-up et entreprises. Les défis et enjeux auxquels doivent répondre les entreprises start-up pour le développement durable d'une nation. La présentation de la plateforme partenariale Cité intégrée de transfert du savoir, d'innovation, d'expertise et d'entrepreneuriat dénommée City 2E de l'UNESTIM. Échanger sur les modalités d'accord de consortium avec les partenaires des métiers de l'ingénierie, de la construction et de l'aménagement du territoire. Dans le cadre du forum aujourd'hui, nous sommes là pour représenter le consortium des établissements français, donc avec mes collègues de l'Université du Havre. On propose notamment de travailler avec l'UNESTIM à la construction d'une cité intégrée des transferts du savoir et de l'expertise qui s'appelle City 2E et qui a différents objectifs, notamment de pouvoir être une vitrine pour les entreprises qui pourraient diffuser des recherches d'emploi par exemple, de pouvoir proposer aussi de la formation, à la fois pour les étudiants mais aussi de la formation continue pour des professionnels, des enseignants qui souhaiteraient se former sur des volets spécifiques liés à l'ingénierie, de la construction et de l'aménagement du territoire. En initiant ce rendez-vous, l'UNESTIM entend consolider ses relations avec les entreprises afin de les intégrer dans l'élaboration des offres et par conséquent assurer l'employabilité puis améliorer l'insertion professionnelle de ces apprenants. Chers apprenants, chers étudiants, je voudrais davantage vous encourager, vous dire, vous êtes l'espoir du renouveau technologique du Bénin. Et nous savons compter sur vous pour que d'ici là, nous puissions avoir beaucoup de cadres techniques, de cadres qui puissent être employables tout de suite parce qu'ils ont appris un métier. Pour la valorisation des résultats académiques et de recherche universitaire, ce forum constitue un pas décisif pour les entités de l'UNESTIM en vue de la création des start-up et entreprises. Entre autres activités prévues, il y a eu des communications, des tables rondes, des ateliers ainsi que des discussions. Tout s'est achevé par la formulation de propositions et recommandations dont la prise en compte contribuera à l'atteinte des objectifs. Je l'ai annoncé en début d'édition, nous recevons un invité dans ce journal, le médecin-colonel Abdias Fructueux Baguidi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Tout le plaisir pour moi. Vous êtes le coordonnateur du comité d'organisation Apora 2024, entendez Alliance des partenaires africains pour la réponse aux épidémies. En quelques mots, que pouvons-nous retenir de ce creuset qui tient des assises de 5 jours au Bénin? Merci, monsieur le journaliste. C'est un plaisir pour moi de représenter ici le comité d'organisation du 10e anniversaire de l'Alliance des partenaires africains pour la réponse aux épidémies et aux catastrophes. L'APORA a pour objet majeur de détecter, de prévenir et de gérer efficacement toutes les pandémies et catastrophes auxquelles nos pays peuvent être confrontés. C'est une idée qui est née il y a une dizaine d'années à la faveur de l'épidémie d'Ebola et qui a commencé avec 12 pays et au fil des années, cette alliance s'agrandit et aujourd'hui, nous en sommes à 32 pays membres et 6 pays africains supplémentaires sont en train de taper à la porte de cette organisation.
Oui. C'est... Vous parlez d'une réponse rapide et une réponse efficace, c'est ce que je constate aux épidémies émergentes et aux catastrophes. Mais dites-vous déjà en 10 ans, qu'est-ce que ce creuset a été mis sur pied? Qu'avez-vous déjà fait concrètement? Puisque d'ailleurs vous avez parlé de l'épidémie de Lassa tout à l'heure et d'Ebola. Dites-nous, qu'est-ce qui est déjà fait au niveau de l'APORA? L'APORA a pour vocation d'aider nos pays à se préparer à répondre efficacement aux situations de catastrophes et aux épidémies. En ce sens, APORA met tout en œuvre pour offrir essentiellement de la formation, rendre disponibles les ressources scientifiques, aider nos pays à éprouver leurs différents dispositifs de réponse aux différentes catastrophes et épidémies et participe également au plaidoyer pour les financements, pour mettre en œuvre ces différents mécanismes que j'évoquais tantôt pour répondre aux catastrophes. Des réponses efficaces. Voilà. Dites-nous, c'est vrai que vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a eu des épidémies, vous l'avez cité, vous avez parlé d'Ebola, il y a eu la fièvre de Lassa par endroit, il y a eu la fièvre de Covid, l'épidémie de Covid qui a également décimé une bonne partie du monde. Dites-nous, au plan national, est-ce qu'on sent véritablement l'APORA sur le terrain? Depuis que l'APORA a été créé, le Bénin est d'ailleurs l'un des pays membres fondateurs, il y a une dizaine d'années. L'APORA s'est évertué à outiller, dans un premier temps, les structures médicales des forces armées des pays qui se sont mis ensemble pour créer le creuset, mais très rapidement, ils se sont rendus compte que on ne peut évoquer des questions de santé au niveau national sans associer toutes les autres ressources, notamment civiles, et les partenaires qui veulent aider à ces différentes réponses. Très rapidement, alors, APORA a intégré le fait que le dispositif ne peut aller qu'avec tout ce qui existe comme moyen. Toutes les intelligences sanitaires. Tout à fait, toutes les intelligences sanitaires. Et il s'agit, in fine, de s'assurer que nos pays ont des outils éprouvés, efficaces pour gérer les épidémies et les infections réémergentes pour lesquelles nous pouvons être appelés à intervenir. On peut donc appeler l'APORA l'avant-gardiste, justement. C'est justement l'objet de l'APORA. Être avant-gardiste, c'est surtout dans la préparation de nos États que l'APORA s'investit. Et il va sans dire que, étant habitants d'une même région géographique, nos pays sont appelés à être confrontés aux mêmes défis. Nous avons beaucoup de tests, nous avons beaucoup de protocoles écrits, mais il faut qu'on arrive à un moment donné à éprouver ces protocoles pour savoir retenir des leçons et pour être les plus prêts possibles pour faire face. On apprend justement qu'au nombre des activités retenues, que le recommandement militaire prévoit une grande manœuvre de simulation et surtout une soirée culturelle. Parlez-nous un peu de ce qui se prépare. C'est justement ce qui fera la particularité des 10 ans d'APORA. Les 10 ans d'APORA qui concordent ou bien qui correspondent en fait à la 15e réunion de cette alliance. Et c'est la première fois qu'un pays se porte volontaire pour montrer son savoir-faire en matière de gestion de 3 types de situations difficiles dans lesquelles on peut se retrouver. Notamment, une catastrophe. Il s'agira, dans le cas d'espèce, d'un accident de circulation routière impliquant beaucoup de victimes. Il s'agira, dans un deuxième temps, d'une suspicion d'attentat terroriste. Ainsi, nous verrons le savoir-faire des dispositifs que le Bénin a mis en place pour contrer la menace terroriste. Et enfin, le troisième aspect de cette manœuvre grandeur nature, c'est d'avoir la réponse des structures en charge de gérer les épidémies parce qu'il y aura la suspicion d'un cas de Mpox, qui est l'affection virale qui
qui sévit actuellement. Oui. Donc, le Bénin montrera la gestion intégrée qui implique tous les ministères en charge d'assurer la sécurité et la santé, notamment le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur et naturellement les forces de défense et de sécurité. Oui. C'est une grande première pour cette organisation parce que toutes les autres éditions se sont surtout faites en salle, donc c'était essentiellement des éditions de théorie, en greffe. Là, nous nous sommes mis en tête qu'il faut aller vers la pratique. D'aller vers la pratique et surtout de se soumettre, nous avons décidé de nous soumettre à l'appréciation de nos pairs qui peuvent être édifiés dans certaines mesures par le savoir-faire que le Bénin va leur présenter. Oui. Là, on aime bien s'éprouver. Une question de curiosité, médecin colonel. Techniquement, que gagne le Bénin en abritant une telle rencontre internationale, surtout pour le Creuset Apora? Le Bénin, avant tout, sera pendant une semaine pour les questions de santé au premier plan, en ce sens que nous serons la vitrine de l'Afrique pendant cette semaine pour ce qui concerne les dispositions que l'Afrique et le Bénin, bien entendu, est en train de prendre pour gérer ces épidémies. Dans un deuxième temps, il y aura les recommandations que nos pairs nous feront par rapport à ce que nous leur avons montré. Et enfin, nous aussi, nous tirerons bénéfice de l'expérience vécue par les autres pays membres de l'APORA qui ont fait face récemment à des catastrophes, notamment le Kenya qui fera une présentation sur la gestion des restantes inondations qui ont eu lieu dans ce pays. Oui. Est-ce que ces activités seront ouvertes au public ou c'est justement aux techniciens de la chose, de la santé? La conférence de l'APORA n'est pas une occasion de réjouissance outre mesure. Il s'agit en fait de réunir des experts qui vont plancher sur des questions plutôt sérieuses, même si à la fin de la conférence, il est prévu l'organisation d'une soirée culturelle au cours de laquelle nous exposerons tous les attraits que le Bénin, dont le Bénin se revêt aujourd'hui, sur le plan du développement socio-économique, sur le plan du développement des infrastructures touristiques. Et le point d'orgue de cette soirée culturelle sera justement la coupure du gâteau d'anniversaire des 10 ans par le chef d'état-major général, accompagné de l'ambassadeur des États-Unis. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour remercier tout le gouvernement béninois avec à sa tête le chef de l'État pour avoir permis que cette conférence puisse avoir lieu dans notre pays. Et surtout la 15e réunion de l'APORA, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Merci à vous, médecin colonel Abdias Fructueux Biagidi. Très rapidement un mot avant de nous quitter, c'est ça? Oui. Je voudrais, à la fin de mes propos, et demander à la population béninoise, comme à l'accoutumée, d'accueillir nos hôtes de façon, je dirais, de façon hospitalière, oui, bien sûr. J'allais dire de montrer une fois encore l'hospitalité du Bénin. Légendaire qui caractérise le Bénin d'ailleurs. Bien entendu, encore que nous avons pour objectif de faire sentir à nos hôtes qui sont chez eux, ici au Bénin, et ça a déjà commencé parce qu'aucun d'eux n'a eu à payer des frais de visa pour arriver dans notre pays. Et ça, c'est encore les prouesses du gouvernement du président Patrice Talon. Merci à vous d'être passé sur ce plateau, médecin colonel Abdias. Merci, Fructueux Biagidi. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du comité d'organisation APORA 2024, entendez Alliance des partenaires africains pour la réponse aux épidémies. Et justement, puisque nous parlons santé, nous allons y rester pour faire un tour dans le nord du Bénin après Banikwara le 29 octobre 2024. Ce sont les populations de Latitengu et ses environs qui ont bénéficié le 1er novembre dernier de la seconde phase des consultations médicales foraines
Initié conjointement par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABJF, et la Société béninoise de rhumatologie Saubert, cette deuxième phase de la 11e édition des consultations médicales foraines vise essentiellement à offrir aux populations des zones frontalières et de l'Atacora des soins de santé en rhumatologie afin de faire renaître en elles le sentiment d'appartenir à la nation. Nous allons suivre. Par l'étape de Banikwara, la deuxième phase de la 11e édition des consultations médicales foraines, initiée par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABJF, en collaboration avec la Société béninoise de rhumatologie Saubert dans le cadre de la Journée nationale de rhumatologie, a posé ses valises à Natitengo. Ici, tout comme à Banikwara, les personnes souffrant d'affections rhumatologiques préalablement sélectionnées par des relais communautaires vont bénéficier d'une prise en charge sanitaire gratuite. Les populations de la périphérie, que sont les zones frontalières, manquent véritablement d'agents de santé pour améliorer leurs conditions, leur santé. C'est pour cela que l'ABJF, qui s'appuie sur cette politique, sur son programme, fait en sorte que les médecins vont en contact, vont vers les populations pour que ces populations puissent avoir le sentiment d'appartenance à la nation et puissent connaître l'utilité et la présence de l'État à leur côté. Les présentes opérations font suite à celles organisées en août 2024 par l'ABJF et la SOBEMI dans le cadre de la Journée nationale des frontières avec plus de 4000 personnes impactées dans les communes de Natitengo et de Banikwara. La SOBER, dans ses différentes missions, s'est donnée comme mission, entre autres, d'organiser périodiquement des consultations médicales foraines au sein de nos populations afin de pouvoir les aider à prendre en charge leurs maladies à moindre coût, pour ne pas dire gratuitement. C'est le lieu de remercier la SOBER qui n'a ménagé aucun effort pour mettre à disposition des populations près de 12 rhumatologues, tant du secteur public que du secteur privé, sur les 15 que compte le Bénin. Devant les médecins spécialistes des affections de l'appareil locomoteur, chaque patient a bénéficié d'une prise en charge sanitaire intégrale. Un geste louable de l'ABJF, salué à juste titre par les bénéficiaires. On nous a pris de Boukoumbe pour amener à Nati. Ils nous ont consultés, nous donnent des produits gratuitement. Des produits chers qu'on a achetés à 20 000, 15 000, 30 000 par là. Et aujourd'hui, on nous donne ça gratuitement. Vraiment, je suis très contente. Ils m'ont consulté gratuitement et ils m'ont donné aussi les produits que je vais prendre pour pouvoir trouver satisfaction. Les présentes consultations foraines prennent fin dès décembre 2024 à Banikwara. Au cours de cette troisième et ultime phase de l'édition 11 des consultations médicales gratuites, seules les chirurgies ophtalmologiques seront prises en charge et ce gratuitement. La commune de Samekodji, dirigée par le maire Jonas Benameto, a adopté son budget pour l'année 2025. Il s'élève à 6 858 446 109 francs CFA. Ce budget a été adopté par le conseil communal lors de la 4e session ordinaire de l'année 2024. Suivons les précisions données par le maire Jonas Benameto. Le montant global du budget pour 2025 est de 6 858 476 109 francs. Ce budget est un budget spécifique parce qu'il est tributaire de tous les errements dont nous avons été victimes, surtout en matière de dépenses d'investissement. Malgré toutes les péripéties, malgré les austérités du moment, vous constaterez avec plaisir que les ressources propres projetées pour 2025 connaîtront
une augmentation d'environ 7,15%. C'est le lieu, une fois encore, de solliciter votre vigilance et votre endurance pour que la commune de Sémécoudi, courant l'année 2025, puisse nous étonner et étonner nos populations. Des dispositions hardies sont en train d'être prises pour que le déblocage tant attendu arrive et soit effectif. Ce déblocage, ce sont les dépenses d'investissement qui ont jusque-là piétiné ou été piétinées ou piétinent parce que l'appareil de dépense a été inopérant. Nous l'avons dit, nous le répétons, mais nous souhaitons que tout cela soit conjugué au passé en 2025. Une note de sport avant de refermer cette édition. Nous parlerons de ce match de handball qui, pour célébrer la fête de la Toussaint, a abômé des professionnels de la discipline. Se sont donné rendez-vous au stade municipal de la ville, répartis en deux équipes respectivement baptisées pour la circonstance orphelins et non-orphelins. Ces hommes et dames ont produit du beau jeu pour impressionner les spectateurs massivement mobilisés pour la circonstance. L'occasion, en plus de célébrer le handball, tient également lieu de test pour certains des joueurs qui évoluent dans les clubs professionnels de la ville. Imet Hélène Mousso pour plus de précisions. Entre professionnels du handball venus des quatre coins du pays. L'événement est à sa 8e édition. En rouge, des joueurs ayant perdu au moins un de leurs géniteurs, contrairement à ceux d'en face en bleu. Le match qui oppose orphelins et non-orphelins est une tradition ici au stade municipal d'Abomey. Il se déroule chaque année et entre dans le cadre de la célébration de la Toussaint. Puisque la Toussaint, c'est une célébration de vie en tant que vie et de vie dans l'au-delà. C'est tous les saints. Donc c'est depuis plusieurs années pour nous déjà une occasion de réunir tous les handballeurs venus de partout pour célébrer en ce jour saint le handball qui reste presque une religion à Abomey. Démarré avec entrain au niveau des deux équipes, ce match de gala a une fois encore été une véritable explication de handball. Durant toute la période de jeu, les spectateurs ont eu droit à une démonstration de talent et de technique de jeu chez les uns, mais aussi de plusieurs années d'expérience et d'ingéniosité chez les autres. Au bout du temps réglementaire, ce sont les non-orphelins qui ont remporté. C'est la fête. On n'est pas venu forcément pour gagner, c'est pour la fête qu'on est là. Mais au finish, c'est un jeu. Il doit y avoir forcément un perdant ou un gagnant. Les Bleus, les non-orphelins pour le dessus à un but d'écart. Ce fut un match vraiment intense. C'est la fête, mais il y avait du sérieux, il y avait du handball. Le jeu n'a pas été tactique. On a senti que c'est des joueurs qui ont fait preuve de leur expérience. Donc de part et d'autre, il y avait les Bleus qui faisaient un effort d'organisation, pendant que les Rouges, eux autres, ils jouaient purement de l'individualisme. Au-delà de la course au score, le match orphelin et non-orphelin est une occasion de célébrer le handball. Dans le contexte actuel où se remarque une émergence dans cette discipline et avec l'avènement des classes sportives, joueurs, entraîneurs et autres acteurs de ce sport roi dans la cité des Wegba-Djavi en appellent à la conscience collective. Il faudrait que les parents comprennent aujourd'hui qu'à travers le handball, l'enfant peut gagner sa vie. Et par rapport à ça, ils n'ont qu'à permettre aux enfants de venir travailler. Parce que plus on commence à la base, plus on a la chance d'aller aux élites. Dans les collèges, on ne cesse de sensibiliser les parents d'élèves. Et à force de laisser les enfants s'intéresser à la chose, ça leur permet aussi de s'épanouir. Puisque les enfants, s'ils n'ont pas des centres d'épanouissement, ça les amène dans d'autres choses. Surtout chez moi, à l'ADA, que je vois, il y a des enfants qui se donnent dans la délinquance. Alors que depuis que je les ai dit de venir handball, ils sont venus aujourd'hui. Même si on leur dit de rester à la maison, ils sont toujours présents. Bleus et rouges, une fois hors du terrain, se sont mutuellement félicités. Le moment a été propice pour partager un repas ainsi que des instants de gaieté. Déjà, les regards sont tournés vers une prochaine édition que tous souhaitent plus grandiose et plus retentissante. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.
le montant global du budget pour 2020.